La question est claire. C'est pour ça que je me dis, moi je pense que parfois aussi dans le débat, moi j'ai l'habitude de dire, quand il y a des polémiques et des controverses au Sénégal, j'ai l'habitude de dire que les gens sont de bonne foi. Moi je considère que les gens sont de bonne foi. Parce que je ne peux pas considérer que des gens de mauvaise foi simplement colportent des choses qui n'existent pas. Pourquoi je dis que les gens sont de bonne foi? Parce qu'en fait je me rends compte que les gens ne lisent pas les textes. Par exemple la décision du Conseil constitutionnel. Moi je me suis dit, mais attendez, mais est-ce que les gens qui parlent ont lu la décision du Conseil constitutionnel? Et je crois que cette décision, il faudrait peut-être l'imprimer et la dire. Parce que ce que dit le Conseil constitutionnel dans sa décision, avec le style avec lequel le Conseil l'a dit, avec la terminologie, avec le ton impératif, avec l'argumentaire juridique que le Conseil a utilisé, si les gens disent le président n'est pas obligé de suivre le Conseil constitutionnel, je dis peut-être qu'ils n'ont pas lu la décision. Même chose, si les gens continuent à dire qu'il est possible que le président fasse un troisième mandat, je dis peut-être qu'on n'a pas lu le texte, 27. Et notamment l'article 27 qui dit très clairement nul ne peut exercer plus de 2 mandats. C'est comme quand les gens disent que oui, la laïcité va être remise en cause. Je dis là aussi, ils sont de bonne foi. Pourquoi ils sont de bonne foi? Ils n'ont pas lu le texte. Parce que le mot laïcité n'existe pas dans le texte. Oui. Le mot laïcité n'existe pas dans le texte. D'ailleurs, il y a une confusion qui a été entretenue. Peut-être se basant sur la laïcité, on amène dans le débat l'homosexualité, par exemple. Ben, je dis aussi, encore une fois, que les gens, ils le disent, peut-être, parce qu'ils n'ont pas lu le texte. Parce que quand on lit le texte, au fond, on a les questions à ces réponses. C'est la Constitution du Sénégal en 1960, la Constitution de 1963 et celle de 2001 qui disent dans leur article 1er, très clairement, la République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. C'est une disposition qui existe toujours. On n'y a pas touché. Cette disposition est restée. Un moment, il était mis dans le projet de révision qui a été envoyé au Conseil constitutionnel parmi les clauses insusceptibles de révision, les clauses irrévisables, les clauses intangibles. Le mot laïcité était mentionné. Le Conseil constitutionnel, c'est pour ça aussi que j'ai dit, est-ce que les gens ont lu la décision du Conseil par exemple? Le Conseil constitutionnel a dit, la liste des clauses intangibles est trop importante, trop longue. Par prudence et par précaution, il faut réduire cette liste. C'est pour ça que cette liste est passée de 8 à 4. Et du coup, dans cette liste, on n'a plus la laïcité. Dans la liste des clauses intangibles, maintenant, ce qu'on a, c'est outre la forme républicaine de l'État, le mode d'élection du président, la durée du mandat et le nombre de mandats. C'est tout. Le mot laïcité n'existe plus dans la réforme. Donc je ne comprends pas cette allusion au débat sur la laïcité et cette allusion à l'homosexualité. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas sur quoi on se fonde pour poser ce débat. D'accord. Alors, le président de la République, c'est aussi le mode d'élection, suffrage universel direct et majorité absolue. Ça, c'est l'article 26 qui règle ainsi le premier tour, mais s'arrête là. Ici également, on a pris peur, hein, parce que peut-être on pensait que le deuxième tour, le second tour serait supprimé. Encore une fois, les gens sont de bonne foi. Les gens lisent et ne comprennent pas, ou n'ont pas lu. Mais là aussi, quand on lit, que dit l'article 26 maintenant? Le président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on fait une élection au Sénégal, n'est élu que celui qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. À ce niveau, peu importe que ce soit 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, ce n'est pas ce qui est important. C'est d'avoir la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat maintenant n'obtient la majorité absolue, parce qu'ici on ne traite que du mode d'élection. Maintenant, si aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier tour, l'article 33 règle la question. L'article 33 de la question dit, nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue. Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est organisé le 3e dimanche qui suit, il est organisé un second tour de scrutin. Et à ce second tour de scrutin, la majorité relative suffit. C'est vrai que si on se limite à l'article 26, on ne pense pas à l'article 33, on peut avoir des, des idées. Mais on ne doit pas avoir des idées si on comprend. Pourquoi on ne doit pas avoir des idées? Parce qu'il est dit, il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si on avait dit, il est élu à la majorité relative des suffrages exprimés, là on peut soupçonner quelque chose. Mais on dit, il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un candidat a obtenu la majorité absolue, pourquoi aller au second tour? Maintenant, on ne va au second tour que lorsque aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si vous regardez par exemple dans beaucoup de pays, au Portugal, en France, c'est cette disposition. En France, bon, ici nous sommes plus familiers avec le droit français. En France, la disposition est rédigée comme ça. Le président de la République est élu au suffrage universel et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Point. Si le président élu
à la majorité absolue, on ne parle pas de premier tour. C'est fini, l'élection. Maintenant, on dit, si ce n'est pas le cas, si personne n'a la majorité absolue, article 33, il est organisé. Qui règle le problème du second tour. Qui règle le second. Là aussi, je dis, encore une fois, les gens sont de bonne foi. Parce que les gens, par exemple, qui ont lu juste le projet de révision et qui n'ont pas compris que, par exemple, l'article 33 n'a pas été touché. L'article 33 qui organise le second tour n'a pas été touché. Ou les gens qui ont lu et qui comprennent que majorité absolue, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il y a... Je dis, si ceux-là sont de bonne foi, il faut prendre le temps et la pédagogie pour leur expliquer. Mais aussi prendre le temps de leur demander, de prendre le temps de lire un peu le texte. On peut lire le texte. Maintenant, parce qu'au fond, j'ai l'habitude de dire que ce qui est dans ce texte, ce n'est pas du droit. J'entends parfois des gens dire non, moi je ne suis pas juriste, mais je pense que non, on n'a pas besoin de juriste. J'ai l'habitude de distinguer la Constitution et le droit constitutionnel. J'ai dit tout le monde peut parler de Constitution. La Constitution, c'est l'affaire des citoyens, c'est l'affaire des politiques, c'est l'affaire de tout le monde. Et tout le monde a la même légitimité pour parler de Constitution. Il n'y a pas des individus qui ont plus de légitimité pour parler de Constitution que d'autres. En revanche, le droit constitutionnel est l'affaire des constitutionnalistes. Eh bien, le droit constitutionnel, c'est une discipline à la fac. Le droit pénal, c'est une discipline à la fac. Moi, à la fac, si un étudiant vient me dire monsieur, je veux faire une thèse en finances publiques, je vous dis, moi, je peux vous encadrer, mais je vous recommande le professeur Abdelaziz Kébé. S'il me dit non, je veux faire droit administratif, je lui dis non, le droit administratif, je connais, je peux vous encadrer, je vais faire droit, mais je vous recommande le professeur Dembassi. Si c'est du droit international, je peux vous dire, je vous recommande mon ami le professeur Alussal, par exemple. Si c'est du droit constitutionnel, je peux vous dire, parce que moi, c'est ma conception, moi je n'ai pas de prétention à aller parler de droit pénal, à aller parler de droit, etc. Maintenant, pour moi, les autres ont la liberté d'en parler. Mais je suis en train simplement de dire ici que la Constitution, les textes qu'il y a ici, c'est des principes politiques. Ce n'est pas du droit. Et comme c'est des principes politiques, tous ceux qui font la politique, ou tout citoyen qui s'intéresse à la politique, peut comprendre ce qui est dans le texte là. Il suffit juste qu'ils le lisent, à tête reposée et de façon objective. Et si cela est fait, au fond, tous les citoyens se rendraient compte que les principes qui sont contenus dans ce projet de révision constitutionnelle approfondissent incontestablement la démocratie et vont faire avancer la démocratie sénégalaise. Alors, le mode d'élection fait partie des clauses d'intangibilité à côté de la durée du mandat et du nombre de mandats, on l'a rappelé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que le citoyen doit comprendre ici? Clause d'intangibilité. Clause d'intangibilité, c'est juste des dispositions de la Constitution qui sont irrévisables. Bon, jusque-là, ça existait dans la Constitution du Sénégal. Mais il n'y avait qu'une seule clause intangible, qu'une seule disposition qui était concernée par l'irrévisabilité. C'était quelle disposition? C'était la forme républicaine de l'État. Bon, ça, on l'a repris un peu des Français. Les Français l'ont mis dans leur constitution depuis 1848. Parce qu'en France, à chaque fois qu'ils croyaient que la République était un acquis irréversible, il y a quelqu'un, un roi ou un empereur, qui vient, qui remet en cause la République. De guerre lasse, fatigués, ils ont dit, maintenant on va inscrire dans la Constitution de la Deuxième République, en 1848, que la forme républicaine du gouvernement, ne peut faire l'objet de révision. Bon, vous savez, ici nous sommes un pays colonisé par la France, donc quand on accédait à l'indépendance, quand il fallait faire des textes, on a regardé ce qui se faisait en France. Et en reprenant certaines dispositions de la Constitution française, on a repris la forme républicaine de l'État ne peut faire l'objet de révision. C'était la seule limite, la seule clause intangible. Mais là, le président de la République, M. Macky Sall, a dit au regard de notre histoire, parce qu'au fond, quand on fait aussi la constitution d'un pays, il faut regarder l'histoire. C'est les enseignements qu'on tire de notre propre expérience, de notre propre vécu, de notre propre pratique, de nos rapports au pouvoir et aux institutions qui dictent après les normes constitutionnelles qu'on doit avoir. Ici, ce qui s'est passé, c'est quoi? Tout à l'heure, on a parlé du mandat. On s'est rendu compte que le mandat variait. On a dit on stabilise. Donc, on a ajouté la durée du mandat. Deuxième chose qu'on a ajouté. Pourquoi on a ajouté, par exemple, le nombre de mandats? Là aussi, même chose. Au Sénégal, on a introduit la limitation à 2 des mandats présidentiels pour la première fois en 1970. 1970. Beaucoup de gens ne pensaient pas le faire en Afrique. Même en France, ça n'existait pas. On l'a remis en cause en 1976. On a dit non, on ne limite plus les mandats. On l'a réintroduit dans la Constitution en 1991. On a dit non, maintenant on limite encore. 2 septennats. Et cette fois-ci, on n'y revient plus. Hélas, on y est revenu en août 1998.
En 1998, on a remis en cause la limitation des mandats en disant non, c'est pas bon parce que c'est l'insécurité pour le président. Et puis si les gens savent à l'avance à quelle date partira le président, il y a des risques que les gens soient déloyaux vis-à-vis de lui. Donc on enlève la limitation des mandats. Là aussi, le président de la République a dit, mais au regard de notre histoire, verrouillons cette disposition-là, la limitation à des mandats présidentiels. Peut-être qu'il y a d'autres pays où on n'en a pas besoin. Les Allemands, par exemple, ne limitent pas leurs mandats. Les Anglais ne limitent pas les mandats. Mais nous, dans notre histoire, on a considéré que c'était important. C'est pour ça qu'on l'a verrouillé. Et donc, voilà pourquoi il y a, outre la forme républicaine, il y a la durée du mandat maintenant, il y a le nombre de mandats, mais il y a aussi le mode d'élection du président de la République. Au fond, ça aussi, qu'est-ce qu'il explique? Encore une fois, c'est notre histoire. C'est l'histoire qui justifie la présence de certaines dispositions dans une constitution et que ça ne soit pas dans une autre constitution. C'est pour ça que j'avais des réserves quand les gens avaient pris des dispositions de constitution qui existent dans d'autres pays pour les mettre au Sénégal. Ça ne se justifie pas forcément. Mais ici, le mode d'élection, pourquoi? Mais parce que les Sénégalais ont vécu le 23 juin 2011. Absolument. Le 23 juin 2011, c'était quoi? C'était pas une suppression du second tour, non. C'était le mode d'élection du président qui devait connaître un changement. Parce qu'il était prévu, le projet envisagé prévoyait que désormais serait élu le candidat qui obtient une majorité de 25%. Absolument. C'est le mode d'élection. C'est pour ça qu'on a dit, au regard de cette histoire, encore une fois, on va verrouiller les dispositions de la Constitution qui sont sensibles, qui sont problématiques, qui ont été susceptibles dans notre histoire à nous provoquer des problèmes. Et donc c'est ça qui explique en réalité que cette liste maintenant soit arrêtée à 4. Et que le Conseil constitutionnel avait considéré, parce que là aussi il faut le dire, le président a tenu à ce que cette nouvelle mouture qui est présentée au peuple sénégalais soit rigoureusement revue, réécrite, conformément aux indications données par la décision du Conseil constitutionnel. Bon, les gens ne s'intéressent qu'au mandat, l'application du mandat, mais il n'y a pas que ça, c'est marginal d'ailleurs dans la décision. Il y a beaucoup d'autres indications de forme et de fond qui ont été formulées par le Conseil constitutionnel et qui ont été respectées dans la production de cette mouture qui sera présentée au peuple sénégalais. Autrement dit, le Conseil constitutionnel a été associé à la rédaction de ce projet de loi portant révision de la Constitution. D'accord. On a aussi comme point intéressant les nouveaux droits. Là, on cite environnement sain, ressources naturelles et patrimoine foncier. Ça, il est important pour le citoyen également de comprendre, parce que c'est extrêmement important. Oui, parce que jusque-là, en réalité, les révisions constitutionnelles qu'on faisait dans l'histoire du Sénégal, à part la Constitution du 22 janvier 2001, qui a quand même enrichi la charte des droits fondamentaux de la Constitution, les révisions qu'on faisait étaient souvent des révisions politiques. Autrement dit, on s'intéressait à la constitution politique. Vous savez, il y a deux types de constitution. Bon, ça c'est le célèbre juriste français Maurice Ouriou qui distingue la constitution politique et la constitution sociale. En fait, on ne s'intéressait qu'à la constitution politique. Le mandat du président, sa durée, le renouvellement du nombre de mandats, le mandat du président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui est politique. Eh bien, cette révision s'intéresse aussi à la constitution sociale. La constitution sociale, c'est quoi? C'est cette dimension de la constitution qui intéresse les citoyens. Au fond, parce que tous les citoyens ne pensent pas au mandat du président, n'ont pas l'ambition de devenir président, mais il y a des droits des citoyens. Droit à un environnement sain, droit à avoir la souveraineté permanente sur ses ressources naturelles, droit à avoir la sécurité sur son patrimoine foncier, que des paysans qui sont dans leur village ne puissent pas être spoliés parce que la collectivité locale ou le conseil de la collectivité locale a pris les terres et les a vendues. Qu'il ne puisse pas y avoir des gens qui sont riches, sénégalais ou étrangers, qui vont dans les zones rurales du Sénégal et achètent des terres, et spolient ou exproprient les paysans. Voilà les droits qui intéressent les Sénégalais. C'est bien beau le mandat, c'est bien beau les prérogatives du président, c'est bien beau le Conseil constitutionnel. Mais il y a aussi cette conscience sociale qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire les droits des citoyens. Aujourd'hui, le Sénégal a découvert du pétrole et du gaz. Il va y avoir de l'exploitation bientôt, Inch'Allah. Mais il faudrait éviter que ce qui s'est passé dans les autres pays se passe chez nous, c'est-à-dire la malédiction des ressources naturelles. Autrement dit, il est constaté dans les pays africains, en général, que les pays qui sont riches en ressources naturelles, leur population n'en bénéficie pas. On ne sait même pas ce que. Justement, ici, on réaffirme les droits des citoyens sénégalais sur les ressources naturelles. Et ça signifie quoi? Ça signifie que désormais, tout ce qui va être produit en ce qui concerne le secteur extractif, que ce soit les mines,
que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, les Sénégalais auront la possibilité de savoir combien, quelle est la quantité de minerais produite, la quantité de gaz ou la quantité de pétrole, qu'est-ce que ça a rapporté comme ressources financières, comme argent, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent. Tout ça d'ailleurs va un peu en complément, en cohérence avec l'adhésion de notre pays à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Aujourd'hui par exemple, au Sénégal, on sait ce que les mines ont rapporté pendant l'année 2013. On le sait maintenant, c'est dans un document. On va savoir de plus en plus avec ces nouveaux droits du citoyen, parce que le citoyen aura le droit d'interpeller l'État sur ces questions-là. Nous avons du pétrole, c'est combien? Combien ça nous a rapporté à l'économie? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pour ça qu'ici, on a réaffirmé ces droits des citoyens. Et justement, on ne peut pas avoir après de législation, par exemple un code minier ou un code pétrolier, qui va méconnaître ces droits-là. Au fond, c'est l'intérêt parfois. Les gens disent parfois, ça sert à quoi d'inscrire tout ça dans la Constitution? Ça sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. C'est à quoi ça sert? C'est que les lois qui vont être prises, les règlements qui vont être pris, les décisions qui vont être prises par l'État ne pourront pas être en contradiction avec les principes forts que la Constitution a consacrés sur ces questions. Autrement dit, si vous faites un code pétrolier maintenant, le code pétrolier est obligé de tenir compte de ces orientations constitutionnelles et de reconnaître la part du citoyen, notamment son droit à interpeller l'État sur la façon dont ces ressources naturelles sont gérées. Je pense que c'est un progrès. Absolument, et ça évite souvent les crises qu'on sait autour de ces produits. Par exemple, dans certaines zones du Sénégal, on a connu beaucoup de conflits des populations qui élevaient la voix pour demander effectivement voilà, d'être associés à tel ou tel projet, etc. Et les populations ont raison. Et justement, ce sont ces prétentions de ces populations, ces demandes de ces populations qui ont été intégrées ici dans le cadre de ces nouveaux droits. Donc là aussi, ces nouveaux droits, je ne comprends pas. Quand les gens vont parler d'homosexualité, alors qu'ici, on parle des droits des citoyens sur les ressources naturelles, les droits des citoyens à être informés sur combien rapportent les mines, combien rapporte le pétrole, qu'est-ce qu'on va en faire, à quel secteur on l'a affecté. C'est ça les nouveaux droits. Le patrimoine foncier. Désormais, les Sénégalais pourront dire non, attention, notre patrimoine foncier, vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. La loi là que vous voulez faire n'est pas conforme à la Constitution parce que ça ne protège pas suffisamment nos droits sur notre patrimoine foncier. C'est un progrès. Ici, on ne parle même pas de progrès politique, mais c'est un progrès de la citoyenneté. C'est un progrès des droits de l'homme. Parce que les Sénégalais, encore une fois, parce que cela n'a pas été bien lu et cela n'a pas été vulgarisé, ici, on renforce le citoyen dans sa capacité à interpeller l'État, à faire face à l'État, en dépit de droits qui lui sont garantis dans la Constitution. D'accord. Alors, l'Assemblée nationale, qui verra donc ses pouvoirs élargis en matière de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ce que ça veut dire, c'est très simple. C'est qu'au fond, depuis 1960, on n'a quasiment jamais réformé l'Assemblée nationale. Mais pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale du Sénégal a les deux prérogatives qu'a tout Parlement. Voter la loi, contrôler le gouvernement. C'est les missions du Parlement britannique. C'est les missions du Parlement français. C'est les missions du Congrès américain. Voter la loi, contrôler l'action gouvernementale. Le problème, c'est quoi? C'est que force est de reconnaître que l'Assemblée nationale ne parvient pas à contrôler, comme peut-être l'attend l'opinion publique, le gouvernement, ou à exercer en tout cas sa mission constitutionnelle, comme l'attend l'opinion publique. Ce qu'il explique, c'est quoi? Ce n'est pas les textes, ce n'est pas les missions. Comme on l'a dit, elle a les mêmes missions, cette Assemblée nationale, que les autres parlements. Mais c'est les capacités. Parce qu'on confond souvent mission et capacité. Un directeur ou un ministre ou un président peut avoir des missions bien faites dans un texte, mais ne pas avoir les capacités pour les exercer. Justement, l'Assemblée nationale manque de capacité. Et justement, l'orientation, la volonté de cette réforme, c'est quoi? C'est de permettre désormais à l'Assemblée nationale d'aller au-delà du contrôle de l'action gouvernementale. Parce qu'au fond, le contrôle, c'est quoi? C'est poser des questions écrites, orales, d'actualité. Ou alors instaurer des commissions d'enquête. C'est les mécanismes classiques de contrôle. Le président a dit qu'il faut renforcer l'Assemblée. Parce qu'il y a un programme qu'on a lancé, le PSE, il y a des politiques publiques. Il faut maintenant associer l'Assemblée nationale à contrôler l'évaluation des politiques publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, l'Assemblée nationale sera dotée des capacités, de l'expertise qu'il faut pour regarder la pertinence des politiques publiques. Pour regarder si les politiques publiques mises en œuvre par le pouvoir exécutif, en termes de réalisation d'infrastructures, en termes de prestations de services, ont un impact sur le terrain. Est-ce que c'est efficace? Parce que bon, si c'est l'exécutif qui le fait, l'exécutif peut toujours dire, bon, on a bien travaillé, donc on est content. Mais ici, on habilite un organe extérieur, c'est-à-dire celle qui représente le peuple, la représentation nationale, à aller maintenant sur le terrain, à vérifier
la pertinence et l'efficacité des politiques publiques. Il est évident que les députés pris individuellement ne peuvent pas le faire. Mais en France aussi, ce n'est pas les députés pris individuellement qui le font. Les députés bénéficient d'une assistance technique, d'une expertise. Et là, on ne parle pas d'assistants parlementaires, non. On parle de cellules d'experts capables de comprendre et d'analyser les politiques publiques pour le compte des parlementaires. Et là, on va voir la valeur ajoutée que ça va apporter. Parce que ça signifiera désormais que les députés ne se confineront plus à poser des questions d'actualité, des questions écrites et des questions orales, mais ils vont désormais descendre sur le terrain. Ils vont désormais être assistés par des experts qui pourront leur dire la réalité sur l'efficacité des politiques publiques. Et à partir de ce moment, les députés auront toutes les informations pour informer leurs mandants, leurs électeurs, sur ce que fait notamment l'exécutif. Alors, en termes de modernisation du système politique, si on peut l'appeler comme ça, on a des points quand même qui sont intéressants liés au renforcement des droits de l'opposition et de son chef, la modernisation du rôle des partis politiques, la participation des candidats indépendants à tous les types d'élections. Ça, c'est des points intéressants et importants qui concernent, je veux dire, et là il y a un peu de paradoxe, beaucoup de gens qui sont aujourd'hui du côté du non. Comment comprendre ce paradoxe-là? C'est pour ça que c'est un paradoxe. Par exemple, moi je pense que parce que ce que vous avez évoqué montre quoi? Montre au fond que le projet de révision répond à de vieilles revendications. Oui. Première revendication, la société civile a toujours réclamé son droit à prendre part à tous les types d'élections, notamment les locales. Parce que bon, pour la présidentielle, il y a un mécanisme qui leur permet de participer. Mais c'est discriminatoire. Parce qu'on leur exige plus de conditions que les membres des partis politiques. Bon, au législatif, ils peuvent, mais c'est discriminatoire. Parce qu'au législatif aussi, ils peuvent présenter une liste d'indépendants au niveau national, mais ne peuvent pas présenter des listes au niveau des départements. Donc c'est discriminatoire. Le président dit ici deux choses. Premièrement, il faut déjà arrêter la discrimination. Il dit, les conditions qu'on exige aux candidats des partis politiques, il faut que ce soit les mêmes qu'on va exiger aux candidatures indépendantes. Première chose. Deuxième chose, jusque-là, c'est l'échelon local qui était laissé pour compte. Le texte permet maintenant aux élections, aux candidats indépendants de se présenter au local. Et justement, c'est intéressant quand vous le mettez dans la Constitution, encore une fois, parce que les gens ne comprennent pas parfois pourquoi on le met dans la Constitution. On le met dans la Constitution parce que si le code électoral ne l'envisage pas, le code électoral viole la Constitution. Autrement dit, aujourd'hui, le code électoral du Sénégal a l'obligation d'organiser les candidatures indépendantes. C'est une victoire pour la société civile. C'est une victoire pour tous ceux qui ont réclamé le droit de pouvoir prendre part à la compétition électorale sans être obligés d'être arrimés, attachés à un parti politique. Mais là, c'est un paradoxe. Je ne comprends pas. Bon, quand vous dites par exemple modernisation des partis politiques, ça aussi c'est une vieille revendication. Aujourd'hui, l'opinion publique sénégalaise est fière de la démocratie sénégalaise, qui est une démocratie pluraliste. Mais Omar, aujourd'hui, il y a un constat sur le fait qu'il y a trop de partis politiques au Sénégal. Il faut rationaliser. Il n'est pas question de diminuer, non. On ne procède pas de façon malthusienne. Ce n'est pas démocratique. Mais il faut au moins rationaliser. Rationaliser, c'est quoi? C'est tenter d'assainir le secteur, d'organiser un financement des partis politiques sur la base de la représentativité des partis. Parce qu'il n'est pas question aussi de donner de l'argent pour les partis politiques. Non. Vous avez des partis forts, représentés. Parce qu'on oublie aussi souvent, c'est que la démocratie sénégalaise a une pathologie majeure. C'est son système de partis politiques qui est fragmenté. On a une fragmentation du système partisan. Ça veut dire que les partis sont trop divisés, trop effilochés. Il y a une atomisation du système de partis politiques. Tant et si bien d'ailleurs que les partis sont obligés de se regrouper en coalition. Parce qu'individuellement pris, ils sont trop faibles. Alors qu'on oublie souvent que la démocratie suppose des partis forts. Absolument. Si vous allez dans des pays comme l'Allemagne, la France, mais c'est des partis forts. Donc ici, la modernisation des partis politiques vise simplement ça, à faire en sorte que le système partisan soit rationalisé, assaini, que les partis soient plus soutenus, voilà, etc. Et donc ça introduit un peu d'abord de visibilité, et ensuite ça diminue un peu l'anarchie. Je vous donne un exemple. Si le ministère de l'Intérieur voulait aujourd'hui organiser une concertation sur le code électoral, il serait obligé d'inviter quasiment les plus de 250 partis politiques qui existent. Et il faut une chaise à chaque parti politique. Absolument. Et chaque parti peut poser. Bon, donc voilà, je pense pourquoi cette proclamation constitutionnelle pose les bases d'un assainissement et d'une rationalisation du système de partis politiques. Là aussi, je pense que tout le monde devait applaudir.
Oui, et là aussi, il y a un autre point qui garantit à l'opposition et son chef un statut qui leur permet carrément de s'acquitter de leur mission. Oui, parce qu'il y avait... C'est une avancée démocratique. La Constitution, il y avait déjà un statut de l'opposition. Bon, les gens ont raison. Ceux qui disent que le statut de l'opposition était dans la Constitution ont raison. Ouais. C'est l'article 58. Mais ici, la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est que, on ajoute le chef de l'opposition. Parce que l'article 58 actuel ne parle pas du chef de l'opposition. Et c'est bien dans une démocratie, quand vous avez un président de la République qui détermine la politique de la nation, un gouvernement, d'avoir en face une opposition et un chef. Un chef, pourquoi? Parce que s'il y a un chef de l'opposition, le président de la République peut le consulter sur les grandes questions qui engagent l'avenir. Le président peut le recevoir de temps en temps. Ce chef de l'opposition doit avoir des privilèges, des statuts, il doit être protégé. Voilà pourquoi la première valeur ajoutée ici, c'est que désormais, il y a un chef de l'opposition. Et bien la deuxième valeur ajoutée, c'est que désormais, il va y avoir un contenu concret. Parce que l'article 58 de la Constitution n'a jamais eu de contenu. On l'a mis dans la Constitution en 2001. Mais jusque-là, au Sénégal, on n'a pas un statut de l'opposition. En tout cas, les éléments d'un statut épars existent dans l'ordonnancement juridique, mais il n'y a pas un instrument juridique dans lequel sont consignés l'ensemble des droits, devoirs, prérogatives, avantages de l'opposition. Et ça va être une valeur ajoutée. Donc, beaucoup de valeurs ajoutées, beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de points intéressants qui font ou qui doivent faire que le citoyen doit normalement voter oui, vous le pensez? On doit voter oui. Moi j'ai eu la chance d'étudier toute l'histoire des révisions constitutionnelles au Sénégal, de 1960 à nos jours. Toutes. Je l'ai dans un ouvrage que j'ai appelé Révision consolidante et Révision déconsolidante de la démocratie. À part la révision constitutionnelle de Senghor, de 1976, certains vont dire non, il s'est trompé, c'est 74. C'est pas 74, c'est 76 qu'on a révisé la Constitution. Et le PDS a été créé en 74. À part la révision constitutionnelle de 76, qui a fait passer le Sénégal d'un régime de parti unique à un régime pluraliste. Ça, c'est fondamental, passer du parti unique au pluralisme. À part cette révision, la révision la plus consolidante de l'histoire politique du Sénégal, c'est la révision que propose au peuple sénégalais le président Macky Sall le 20 mars. Il y a des choses qui sont extraordinaires. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez parlé des droits des citoyens. C'est important. Parce que pendant longtemps, on avait tendance à négliger le citoyen dans la Constitution. Ce n'est pas que du politique, ce n'est pas que du jeu des institutions. Vous avez parlé de cette liberté de permettre maintenant à tous les candidats d'être à tout le monde d'être candidat, même les candidatures indépendantes. Vous avez parlé, et ça n'a jamais existé dans l'histoire du Sénégal, on dit désormais personne ne peut plus toucher au mandat de 5 ans. C'est fini, ça. Désormais, la limitation des mandats, on ne peut plus y revenir. C'est fini. Le président de la République dit, jusque-là, c'est le président de la République qui avait le monopole de nomination des membres de la juridiction constitutionnelle. Cour suprême dans un premier temps, toutes sections réunies, ensuite Conseil constitutionnel. Désormais, j'accepte de partager mon pouvoir avec le président de l'Assemblée nationale. Désormais, les politiques qu'on va faire, les politiques publiques, l'Assemblée nationale aura les possibilités de dire si c'est des politiques bonnes ou des politiques mauvaises, à part de l'évaluation. Et encore, donc je veux dire, la preuve d'ailleurs, la liste des clauses intangibles a été enrichie. C'était que la forme républicaine du gouvernement. Maintenant, on y inscrit des dispositions qui se sont révélées sensibles dans notre histoire, problématiques et qui ont parfois posé problème. Donc moi, je pense qu'avec un texte comme ça, qui enrichit les droits fondamentaux, qui enrichit la démocratie, qui stabilise les normes sensibles de la Constitution, je pense quand même que, à mon avis, un oui s'impose. Pourquoi? Parce qu'un oui va permettre à notre pays d'accomplir un grand pas dans sa démocratisation. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au fond, il n'est pas dit que c'est parfait. Non. Certains peuvent considérer que c'est insuffisant, à juste titre. On n'a pas dit que c'est parfait. Oui. Mais ce qu'il y a dans le paquet de révision est déjà suffisant pour faire accomplir à la démocratie sénégalaise un grand pas en avant. Je vous remercie, professeur Ismaël Madior Fall. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de droit public et sciences politiques, ministre conseiller juridique du président de la République. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Je suis une Sénégalaise née à Dakar. Le changement vient du bas pour aller vers le haut. Il ne fallait pas être attentiste et c'est une philosophie qui m'a accompagnée jusqu'à aujourd'hui. Le 8 mars doit permettre justement à chaque femme de prendre conscience de son potentiel, de sa valeur, de sa capacité à produire, à provoquer un changement dans sa communauté. Je suis en train de vivre une expérience, j'allais dire, spéciale. Et ça, c'est mon pays qui me l'a permis.
Vous savez, je n'ai pas la chance de répondre à toutes les invitations que je reçois. J'aurais aimé être plus présente, mais à ces jeunes filles qui m'encouragent, n'abandonnez pas l'école, de leur dire ne prenez pas pour acquis le fait que vous êtes une femme, ne prenez pas non plus comme un obstacle le fait que vous êtes une femme. Qu'en étant femme, vous avez la même possibilité qu'un homme de changer les choses. Parce que nous sommes jeunes, parce que nous sommes femmes, parce que nous sommes africaines, nous allons saisir l'opportunité du 8 mars pour dire à tous ceux qui nous regardent que nous les femmes, nous n'attendons rien de façon passive. Nous allons nous battre pour que nos filles puissent demain être fières de nous de la même manière que nous sommes fiers de nos aînés. Lorsque nous pensons à des femmes comme Madame Maïmouna Kantouré, à Madame Annette Mbaye Derneville, à Madame Mama Djorboy, Madame Aminata Sow Fall, j'en passe, alors nous savons que nous avons tant à apprendre encore, mais surtout tant à être reconnaissante pour ce qui a été fait pour nous. daal kenn mënu leen a tàggale ndate laggal wuy sa bàjjan xanju leen yoonu daara jee lay ñu ñaan Yàlla may ñu ko man liggéey ndajam tey mii maa ko woote woon doon borom dëkk bi taxul mu woote ko dafa am mbir moo xam ne mii mi ngi raam jëm si suñu dëkk bi te ma yaakaar ne kenn ku nekk ci ñun kilifa nga ci dëkk bi fii ma toog kóolute la gu ngeen ma jox donc ma toog fi taxul lu fi am man dong ma mën koo toppatoo looloo waral ma woo leen ci mbir mi nga xam ne ci laa bëgg nu waxtaan ci mbir moomu lu mu doon mooy nekk li nga xam ne gone yi nekk nañ ko ci suñu tund wi rawatina nag ndaw yu jigéen ñi kenn ku nekk ci ñun yaa ngi sol sow daal di dox di dégg di gis lañu gis te bii di ko fa dégg bëgg nu mukk ci àdduna muy suñu tund wi te am na demee noonu woo xam ne wii suñ ci teelu te jóg nun lee di ramkat dana agsi te am naa yaakaar ci ne dëkk bii bi ko maam ñoom di teg suñu loxo lañ fi nekke woon ñoom di ko sàmm ba tund wii lépp li ñu wër weegoon na ko dina ko xoole loolu lañ am yaakaaroon ba teg dëkk bi suñu loxo te muy dëgg bu nu amee nag suñu matadik bopp goo xam ne gi dañuy seetaan gone yi lu leen neex ñu aw ci ñoom maam fa ñu tëdd seen xol du set lii moo waral ma woo leen ngir ñu waxtaan ci mbir mi ndax mbir mi am na solo lool ndax gone yu góor ak yu jigéen bu ñuy làqu ci ginnaaw tóokóor ak a làqu ci nag di dàqante ko njoosante loolu fokk mag ñi jóg wax ci buñ ci waxul nag dana jur leneen loo xam ne lii ëllëg ñi ñu wegoon ñëpp danañu xool beneen bët du ma sori dinaa bàyyi kàddu gi seen biir kenn ku nekk di kilifa ci dëkk bi wax ci li ci sa xalaat dëgg asalaamaaleykum mbokk yi. aleykum salaam. ngeen baal ma fekk cër wax cër
man mii de umpuleen ne pël la maag sumay maam manga nañu fu nekk daañ naa fa gittu tund bi fii yëpp fii ba rayel jëm barkeej jëm jambel jëm ba mbos jëm ba jaar ngeen wuti Sadio gay na ngay yaar nguy fii yëpp manga naa fi maa nga ci lu wér kon nag dëkk bu ñu dem fa ne naam dara bërki biig bi ma ñibbisee xaaruma ku ma woo damaa ñëw sa kër am na lu ma waxante ak yow boobu xaw ma woon ne tey jii da nga woote mais nee naa la li ma gis ci dëkk yi baaxul jëmul kër te bu yegsee fii du baax fii ndax xale yu jigéen yi li ñuy fanaanoon fii yéen xamu leen ci dara man damaa yàgg dox waaw xam ngeen njoos la ñuy def ku góor ki dana njoos mu ne ñëppit mu daw xale bi waaw mu topp ko ñu law maa ko gis njoos la ñuy def bu ñu njoosee nag mu daw rek mu daldi ko topp kii gis naa ko ñaareel bi gis naa fi xale bu jigéen comme li ma bay fale booru suñu dëkk fale jam ñaa ji ñiy tux nga ne jigéen la hawla wala yi wax nga musiba di maa ko gis bakkan la laaj te ñaare yéen wala da ngeen a ñëw xel tabafakal ndax da ngeen ne bu jàkk xatee ilimaan di pour baa war a génn ñàkk koo doon na tax bu ñu doonoon ilimaan kenn duñu génne ci jàkk wante am nañ cër ci dëkk bi li wér bi wér yëf yaa ngi suñu loxo teel leen a jóg ndax suma bàyyeero fële ci barke ji dañoo ëmbal doom bi ëmbal nañu doom bi te xamaguñu ko ëmbal ndax amul jëkkër musiba naaru lay yow de Omar lu nekk barke ji ma jóge fe dem fële maa bo ci Saalum suma doomi na jaay moo fa ëpp xale doom ba dañ ko ëmbal na safi dañ ko ëmbal moom it pël la kooku tam pël la mooy rek jaar gi moo mayoon daw te papa ji dafa ne da koy rey léegi ñu ngi ko rawle yóbbu ko ci dëkk yi waaw loolu nag léegi bu amee te ñun ñuy mag am fi cosaan dëkk bi ñu di ko seen ñu def di leen ko wax ñaaw na trop loolu addina ju tukki la ëmbal xale bu amul jëkkër bi àdduna daa baax musiba la borom dëkk bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kaddu gii nga xam ne da nga nu ko woo muy kaddu diine di kaddu l'islam di kaddu goo xam ne gi da ngaa bëgg di nga am réew mi baax kaddu googu nan ci taxaw tem ndax bu nu seetaanee dëkk bi di dëkkub cosaan di dëkki aada di dëkkub l'islam nu seetaan suñuy doom ak suñuy sët ak suñuy jërbaat di jëggaani ca bitim réew lu neexul yàlla neexul yonent bi di ko dugal ci dëkk bi ca suñuy maam nekk ca àllaaxira dénkoon nu dëkk bi bàyyi nu ci kaw l'islam nuy seetaan dëkk bi gone yooyu di koy yàq ma ne ëllëg daanu am yeeraange duñu ko nangu de duñu ko nangu daanu am yeeraange man de jébal naa la sama kaddu loo def rek ànd naa ci tey ba ëllëg mbokk yi ngeen baal samay wax daanaka du ci sori ay baat dong la ci li wér te wër moo di seytaane sii nga xam ne day raam fas yéene dugg ci tund wii maam mas koo nangu bàyyi mas koo nangu dugg nag ba yegg ci biir bu amee dafa jaar ci bunt boobu laa bëgg ñu ne ko ràpp tëj bu ko defee du fi yegg si ma bëggoon ci bu ngeen ma ko mayee defal ma lenn waxuma kenn ku dul suñu doom yu jigéen ñi képp koo xam ni tollu nga ci sëy ñu may la jëkkër lañu yaakaar ci yow buñ ko fa fekkee tuy mbokk doom ca kaw muy sa ndam di sa woy ba ba ngay sàngoo suuf bu safaan ba amee tuy nga ni bëpp ci suuf faat sa bakkan ñu wot sànni àllaxira li doon laa leen di ñaan jërëjëf bu ko defee seytaan bi du fi yegg si mukk waaw mukk coow li bari na jàmbat li bari na jooytu bi bari na lu ko waral waxtaan wi yàgg na nañu jëf la maam ñi doon def ba léegi mu ngi fi la ñu doon bañ ba tey moom la ñu war a bañ ba faaw ku ne xam na ne sama tànk mi àddina wërngal képp bu ma soriwul nee naa teg naa fa sama tànk
gis naa melokaan yoo xam ne ci réew tax ñaanuñu yàlla mukk ma egsi ba fii suñu tund wi naka jigéen lu mu am lu dul boppam xaw ma ko man jigéen la yàlla suturaal ku uñu suturaal yàlla uñu sa sutura dama ni suñu demee ba ca réew tax jigéen xool sol xar géppi subhanallah ngànkab cigarette la nga sol tafu ci sa yaram ba dara umpatul doomu aadama lii ñaaw na lii toroxlu na ngor jeex na takk ngor jeex na takk la jeex waaye bëri lii nag nañ ci taxaw mooy jaadu dem naa kat sama yoon wu mujj wi ma dem ci réew tax fekke naa fa loo xam ne lu ñaaw la am na ci suñu gune yi jóge fii suñuy doom yi jigéen ñi yenaan ñu ngay dem liggéeyi ji ak ñeneen ñi ne ci réew tax fekk dara ci melokaan yoo xam ni yàlla nañ si yàlla musal ndax jigéen di nàbb sa tànk di dox guddi ba ñu jàppala xanaa dafa sàcc loolu raw na sàcc moo raw sàcc man daawal buur di la téye naan la ana sa carnet asanallahu minha melokaan woowu ñaanuñu mukk muy raam ba egg ci suñu tund wi wax ji nag dafa bari nañu ko sottal jëf moo koy sottal li maam yi doon bañ ba tey ñu ngi koy bañ ñun waaw lii mooy wax dina sotti nañu waat moo fi des buy yàggee ci yéen la li ngeen wax daal kenn ku ci nekk sa kàddu de gis na ko mbir mi sunu mbir la ñun ñëpp moo waraloon moo woote ngir kenn ku nekk sànni sa kàddu ñu dégg li ngay wax ndax ku nekk gis na ku ne dégg na te it dafa am loo xam ne lii sax yàlla da ko bëggul yonent bu bëggu ko sëriñ bu bëggu ko nan ngay mën a jure doom wala ba di ko damu monsieur su ko gis fenn te nee naa leen ci njëlbeen ne leen ni nga xam ne ni la gone yi jógtee ñun mag yi dëkk bi buñ ci taxawul kat gone yi dañu wëlbatiku yëlëf nu te bu boobaa man duma xam lu suñu dëkk bi niru ginnaaw nag kenn ku ne wax nga la nga xam na maam ñoom daan def dong la ñuy def ni nga xam ne ni la ko sëriñ Maas ñaane noonu dong lañ ko koy may képp koo xam ne kii ndaw nga ci dëkk bi di jànq ñu def ci yow li ñu war a def jébbale la bu ñu xëyee lañ yaakaar ci yow séntu ko ci yow gisuñu ko ca tuy nga daal ci mooy dëgg na ko moom ñoom daan defe kon si dëgg bu laay nañ koy daat defee rek cosaan loolu nga xam ne ñoom la fi maam bàyyi woon ba nëga ni génn ko teg ko fii ñu waat mbir mii muy loo xam ne nii ñoo ko boole tënk ko fii ci dëkk génn ko kon yéen a ko wax de seede saa ngi ma baamtuwaat wax ji bu baax baamtuwaat ko ñu dëgg ko dama ne fii ci suñ dëkk bii bépp jànq boo xam ne bii joxe nañ la fi def ci yow li ñu war a def buñ la joxee lañ yaakaar ci yow fekkuñu ko ca sox bi dana la dal lafira Hanju Demba yeyna Hanju Demba Bankanya yeyna Hanju Demba yeyna Hanju Demba yeyna. La coutume étant de tuer les filles qui n'ont pas su demeurer chastes, Hanju est morte, c'est bien vrai. Il n'y a pas longtemps, les parents avaient un sens de l'honneur aiguisé par des siècles de tacite conservation et de conduite irréprochable. L'éducation des jeunes n'était guère ce qu'elle est devenue de nos jours, où le libertinage et l'impudeur ont conquis de pseudo-titres de noblesse. Hanju est morte, mais pas seule. Hanju est morte et a bu le calice jusqu'à la lie. Hanju et Ndaté avaient grandi ensemble, plus unis que des sœurs. Leur amitié dépassait l'entendement et fatiguée de jaser, les mauvaises langues s'étaient tues.
demeura l'exemple de la saine amitié de deux cœurs purs. Pur, celui de Ndaté sans conteste. La jeune fille avait toujours le mot pour rire. Son caractère contrastait avec l'humeur de Khandjou, la susceptibilité à fleur de peau de Khandjou. Mais l'amitié n'est pas faite pour dénombrer les qualités et les travers. Khandjou riait et plaisantait, et tout était pour le mieux.